Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai? Je raserai le château de Versailles. Eh ben, vous n'êtes pas prêt d'être élu, je peux vous le garantir. Ce serait ma mesure numéro... Vous pouvez être tranquille, vous resterez journaliste. Ce serait ma mesure numéro 1, pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la France. Est-ce que vous parlez de Devenons réalistes. Et puis qu'importe les grincheux ou histrions de tout poil qui hantent les ruines des architectures bitumées, des constructions mondialistes sans vie ni beauté. Ils parlent de valeurs inexistantes, d'un système usé comme d'une république enlaidie par trop de sang versé. Nos travaux le démontrent chaque jour, par les révélations d'une histoire étouffée, que des élites dépravées cachent à notre peuple désinformé. Le prêt-à-penser sans sève fabrique chaque jour les cornichons à l'abri des courants d'air que dénonçait Bernanos en son temps. Mais prudence, car on n'endort pas un peuple qui fut la lumière du monde durant des siècles. Le plus humble de nos paysans fut un seigneur, comme le plus humble artisan, un noble en son métier. Ton sang de Français, fruit de plusieurs peuples animés de la foi, sema en terre de France églises et cathédrales, aux pointes caressant les cieux sous les nuages complices. Loin des rigueurs fragiles aux courages incertains des publicains, batteurs d'estrade, vendant promesses et mensonges, tes rois touchaient humblement les malades. Le roi te touche, Dieu te guérisse. Et puis, il est toujours bon de sortir la vérité des archives afin de confronter les incohérences de la pensée dominante. C'est tout de même sous Louis XIV que les premières allocations familiales furent distribuées, à Dunkerque. Les heureuses conséquences sociales, par un privilège que Louis XIV avait octroyé aux habitants de Fort Mardic et qui s'était perpétué. Pour peupler ce nouveau port, le roi Soleil avait décidé que chaque foyer qui s'y fondrait recevrait en cadeau de mariage un lopin de terre d'un demi-arpent d'ordonnance, 2400 m² d'aujourd'hui, prélevé sur les dunes et où trouverait place sa chaumière et son jardin, si bien que la Ligue du coin de terre aurait dû honnêtement se mettre sous le patronage du plus absolu de nos rois. Les soldats bénéficièrent d'un hôpital, les invalides, pour leurs vieux jours. Louis XIV s'exclamait que ses sujets étaient les plus libres de l'Europe. Inlassablement, nous montrerons le caractère indéniable de l'humanisme réel d'une institution ancrée dans l'inconscient collectif de notre peuple. Mais le siècle de Louis XIV, au-delà du roi, était le fruit d'un peuple. Madame de Sévigné, sous la plume de Sacha Guitry, s'exprimait ainsi dans Si Versailles m'était compté. « Messieurs, quand je nous vois, lorsque je nous regarde, Mansart, Turenne, Colbert, Racine, Boileau lui-même, et Vauban, et Louvois, et La Fontaine qu'on relit, et vous, Molière, qu'on adore, et même aussi votre servante. Je m'émeus en pensant que nous vivons à la même heure, et j'ai l'impression, ne nous ayant jamais encore vus tous ensemble, oui, j'ai l'impression que c'est nous, Louis XIV. Nous pourrions rajouter bien d'autres grandeurs et noms que cette époque riche semblait faire naître en nombre. D'Artagnan, le nôtre, Bossuet, Cyrano, Charles Lebrun. Il ne sert à rien d'envier des temps oubliés, mais l'empirisme permet d'imaginer que les talents et célébrités existent de tout temps. Ils ne peuvent éclore que par de saines institutions qui savent et servent de tuteurs pour qu'ils grandissent, pour la plus grande gloire de l'esprit et des peuples. Sorti d'une terre ingrate, où les marécages malsains donnaient le mal à mourir, tu devins, par l'ambition d'un roi, la merveille que les siècles ne purent ternir. Bien des peines et des souffrances humaines en furent le ciment. Chaque pierre contient sueur et sang d'un peuple se hissant vers le divin. Les temps étaient rudes, loin de quelque compréhension humaine. La nature était ainsi, comme d'ailleurs de tout temps. Seule la compréhension chrétienne atténua les souffrances humaines, loin des promesses que des temps futurs maquilleront hypocritement en République, au faux masque de liberté.
Les rayons du soleil caressent les ailes de tes bâtiments baroques et éblouissent de questionnements notre avenir incertain. Ce château coûta fort cher et embarrassa alors M. de Colbert, fils de marchand, ennobli par mérite, grâce à ce merveilleux ascenseur social de l'Ancien Régime. La volonté royale comprenait le gain que l'excellence rapporterait les siècles suivants. C'est ainsi, aussi, qu'écologiquement se plantaient maintes forêts alors, pour les générations qui suivraient. Il restait alors ce que les siècles avaient forgé de noblesse, de l'artisan au chevalier, le chant de l'épée, celle du service aux autres, comme au don de soi, rythmait alors ta destinée. Ce grand œuvre d'un château-palais, posé dans la nature au milieu de multiples bassins, poétiquement dessiné, devient une symphonie que les yeux de multiples générations regardent et entendent avec admiration. Chaque allée comporte ses mystères dans des labyrinthes infinis. Et oui, l'enjeu de ces peines, souvent incomprises des peuples, fit de l'ingratitude de l'endroit le centre du monde, que les temps que nous vivons fait souvent regretter. Louis d'Imier disait, et il avait raison, que la tyrannie de Louis XIV n'a gêné que des gens qui n'ont pas vécu sous son règne. Les doigts d'Agile le jardinier sculptent avec amour chaque espace et bosquet, pour le regard des nymphes attirées par l'amour des lieux, comme la rencontre fortuite d'un possible prince de leurs rêves. De multiples fleurs, aux couleurs criardes et pastels, sourient au passage des belles, qui dans un instant d'éternité se comparent aux princesses de jadis, telles des elfes, aux 1000 contes et légendes. Il ne faut pas grand-chose pour imaginer un instant l'espace soudainement immobilisé dans le temps, entendre chuchoter à l'orée d'un bassin abrité de quelques arbres penchés. Vous me plaisez infiniment, madame, j'aime votre âge et ce regard fixé sur moi qui en dit long. J'ai fait ce premier pas pour vous mettre à votre aise et vous donner le droit de faire le deuxième à votre heure. Souvenez-vous cependant que je n'aime pas attendre. Ce serait exprimer impossible Louis XIV sous la plume de Sacha Guitry. Sous l'œil du dieu Neptune, trônant au bassin central, au passage des oiseaux curieux qui, faisant une halte, quelques barques enchanteresses promènent les amoureux. Le rayonnement du soleil illumine notre pays aux promesses d'un baptême oublié. Paul Barbanegra disait dans son Versailles, le palais temple du roi Soleil, « Sanctifié chaque matin par le lever du soleil, avec ses bassins et ses fontaines, il est semblable à un calice où se réfléchit, se recueille et tourne cet or solaire que les façades, les terrasses et tous les miroirs d'eau multiplient sans repos. Ronde sans fin, valse infinie d'une machine mise en route il y a 300 ans par des pèlerins de la lumière. » Ce joyau éclaire notre temps d'une lumière sans pareille, montrant le chemin comme la solution d'une époque n'en finissant pas de mourir par d'inutiles voies ubuesques, comme antisociale d'une république vieillie et enlaidie aux lendemains incertains. Dans la série Versailles, l'acteur Louis XIV s'exprime en ces mots. « Je vais bientôt faire sortir notre nation de l'ombre pour la faire apparaître au grand jour. C'est ici que nous devons bâtir notre destin. Faire naître une nouvelle France et ce palais sera son berceau. Les Grecs savaient ce qu'était la gloire. Ils bâtissaient des temples pour que leurs dieux puissent y vivre. Ici, nous allons bâtir un nouveau temple, le sanctuaire royal du soleil. Ce sera la demeure du divin, ainsi que celle du peuple avec une grande galerie baignée de lumière, qui suivra le lever du soleil et aveuglera la planète de ses rayons pour que le monde entier puisse admirer la grandeur de la France. Un endroit où régnera la magie, qui nous rappellera que notre splendeur passée est là, sous nos pieds. Nous puiserons nos racines dans ce temple pour prendre notre envol en tant que nation et en tant que peuple qui sait que le vrai pouvoir ne vient pas seulement de son armée, mais également de la beauté intérieure de son âme immortelle. Ce lieu nous protégera comme une mère et comme ses enfants, nous nous abriterons sous son toit. Les gens viendront des endroits les plus reculés de la terre uniquement pour l'admirer et tous ces chanceux n'oublieront jamais. Alors oui, chaque matin ensoleillé, sur nos espérances endormies, devant le grisâtre d'une période où presque rien n'est à garder, d'un mal-vivre que l'on croyait enchanteur. Si l'on prête bien l'oreille,
N'entendons-nous pas le fruit de l'espérance naître petit à petit sur les marches du château de Versailles, où, comme le dit la chanson, la musique va reprendre? Marbre intemporel, au salon garni de rubans, au bois sculpté du classicisme étincelant. Jardin bordé de sculptures, de nos origines antiques, d'un lourd passé civilisé. Dentelle de pierre, aux parfums enchantés, dans nos consciences en sommeil. Oui, Versailles nous appelle. Français, lorsque tu fouleras de tes pieds ces lieux, c'est une page d'histoire que les siècles polissés t'ont léguée. Tu découvriras à chaque endroit rencontré, de ce palais à l'architecture unique, le souffle des notes de musique des symphonies de Lully. Au théâtre de Molière, dont les rires résonnent encore à nos oreilles. L'époque fustigeait alors l'usurier et le marchand, car les hommes vivaient alors de paroles honorées. Aujourd'hui, ta générosité permit aux hypocrites et menteurs, bourgeois gentilshommes de jadis et tartuffes d'aujourd'hui, de devenir les rois des banquiers qui t'asservissent. Loin des bruits qui polluent ta vie citadine, comme ceux qui détruisent les oreilles de tes enfants dans une société où le système crée tes besoins, la musique de Versailles enchante les oiseaux, dans une harmonie agréable et tempérée. Les rythmes de nos vies deviennent infernaux, manipulés à l'excès dans des libertés de plus en plus restreintes. Le travail, tel une peau de chagrin, se délocalise à l'excès, faisant de notre pays un navire sans gouvernail, s'échouant sur les rives de l'endettement infini. Jamais un Colbert ou un Sully ne l'aurait accepté. Comparez ce qui est comparable en effet. Le libéralisme aboutit à la destruction complète de ce qui fut notre grand pays. Loin des chiffres abyssaux des dettes contractées par l'incompétence au pouvoir, loin des destructions des fleurons de notre industrie, loin des drames sociaux générés par un système désirant transformer des êtres humains en robots numérotés, loin de l'anéantissement de notre agriculture et paysages urbains, bref, oui, le grand siècle apparaît alors si riche, si digne, si grand, respectueux et coloré, disons-le, humain. Voilà notre espérance, voilà notre volonté, voilà notre éthique. Lieu de vie de jadis, nous admirons la beauté de Versailles comme l'image de ce qui pourrait être, aujourd'hui et demain, loin du gris des banlieues. Repensez alors aux villes peintes des temps classiques que les ouvriers, nobles propriétaires de leur métier, construisaient avec amour, en symbiose avec le paysage, fruit de l'éthique naturelle entre l'homme et l'environnement. Oui, il y a d'autres voies que celle d'un système usé par l'inutile. Il y a d'autres chemins que celui qui fera de la vie un rythme au battement du cœur, sensible aux beautés naturelles, respectant le temps de chaque chose. Oui, tout cela est bien loin d'un confort et luxe superficiel, loin des calmants, stress et dépressions professionnelles, détruisant les rapports communautaires que nous vivons aujourd'hui. Qu'importe le 440 et le monde mercantile, qu'importe ces esclavagistes d'un nouvel ordre mondial soumettant les peuples, qu'importe les marchands des lendemains qui chantent. La République avait pourtant promis, mais il est trop tard. Nous voulons vivre. Il ne tient qu'à nous de retrouver ce chemin de nos espérances endormies. Il est temps, oui, il est temps, de bousculer devant nos portes ces nuées qui détruisent la vie comme l'avenir des nôtres, afin de retrouver ce fil humaniste qui faisait de notre peuple jadis l'aimer des autres. Ouvrons nos esprits à la lecture des rimes et histoires que nous chantent les allées jardinées de le nôtre, où dansent encore quelques fées aux robes multicolores. Et comme nous le disions dans Français n'oublie jamais ce que tu es, tu riais aux éclats lorsqu'assis à côté du roi Soleil, tu assistais aux représentations de Molière, comme aux danses, tout en admirant ta belle langue aux rimes ordonnées. Ton enfance est bercée par les fameuses fables de La Fontaine, mettant en scène des animaux et t'enseignant une morale pour te guider dans la vie. Les artistes te saluaient par l'attention que le roi portait à la culture, et il les logeait gracieusement au Louvre pour la grandeur de l'esprit. La culture depuis longtemps fleurissait en France.
Versailles, ce témoignage de la grandeur de notre pays, comme le disait Louis XIV sous la plume de Guitry, on y lira en un livre impérissable l'histoire des héros immortels du plus beau pays qu'il y ait sur la terre, et d'ailleurs, c'est un livre, mon livre à moi, qui ne suis pas capable d'écrire. Je veux qu'il soit construit comme une phrase avec ses compléments, ses attributs, son futur antérieur et plus encore, son passé défini, et puis, je veux qu'il soit moderne. Quelle belle description des réalisations royales. Rappeler sans cesse cette naissance du monde visible, se rappeler, autant dire s'opposer à l'oubli. En ce sens, le palais-temple de Versailles peut être considéré comme la dernière construction qui incarne en Occident la lutte de l'esprit traditionnel contre l'oubli. Cet oubli qui, par la suite, est devenu le fondement de notre monde moderne. L'oubli qui se trouve peut-être à l'origine de toutes nos aliénations. Versailles s'ouvre vers le ciel et appartient à l'éternité. Paul Barbanegra dans Versailles. N'oublions pas que nous faisons l'histoire, aimait à dire Bernanos. Celle-ci n'est pas subie. Reprenons le fil de nos origines oubliées, retissons les liens communautaires affaiblis et faisons un avenir qui soit naturellement celui des hommes et non celui d'un intérêt financier. La vie humaine depuis les plus anciennes civilisations repose sur l'art et l'accomplissement du bien, du beau comme du vrai. Éloignons le mercantilisme salissant toute élévation. Nos anciens, lors des temps troublés, savaient appeler celui qui se dressait face aux appétits étrangers comme matérialiste, ce père que tu saluais du « Vive le roi !» en lançant ton chapeau aux tricornes vers le ciel. Notre jour viendra.